Donc bonjour à tous. Alors pour commencer, j'aimerais moi vous poser une question tout d'abord. Donc qui ici dans la salle n'a toujours pas compris de quoi on parle quand on parle du métavers? Ok. Donc il n'y a pas toutes les mains levées, c'est déjà pas mal. Qui ici est suffisamment courageux à essayer de nous proposer une définition de qu'est-ce qu'il considère que ça peut être le métavers? Oui. C'est un monde à tenter, c'est un monde virtuel, immersif, persistant, et dans lequel on peut se mouvoir et éventuellement acheter des choses ou vivre une vie parallèle avec un jumeau numérique. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Tout le monde est d'accord avec cette définition. C'est vraiment pas mal. J'ajouterai quelques éléments, mais c'est un bon début. Une autre idée? Ok, bon. Écoutez, c'est compliqué parce qu'en réalité, cette définition du métavers, elle n'existe toujours pas. Il n'y a personne qui nous l'a définie. Et donc, on va essayer de voir un petit peu comment d'autres personnes nous proposent donc des définitions. Et donc, on va se rapporter vers notre grand ami Hollywood. La matrice est universelle. On va essayer de comprendre donc qu'est-ce que c'est que ce métavers. Et donc, Hollywood nous aide, peut-être pas à comprendre, mais en tout cas à imaginer qu'est-ce que ça peut bien être. Donc, vous avez probablement tous vu le film des Matrix. Et donc, voyons un peu ce que Morpheus a à nous dire et comment est-ce qu'il nous présente, en tout cas, sa propre vision du métavers. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Ok, ça fait un peu peur. Et en fait, dans tous les cas, ça ne nous aide pas vraiment à comprendre qu'est-ce que c'est que le métavers. Donc, on va réessayer. Vous avez peut-être vu ce film Ready Player One, qui nous présente une vision un petit peu différente du métavers, peut-être un petit peu plus positive. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. Ok, donc c'est déjà un petit peu mieux, plus intéressant. Mais évidemment, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, notre métavers, il ressemble plutôt à ça. Donc, vous en avez peut-être entendu parler, peut-être que vous y avez participé. Donc, c'est Second Life. C'est une des premières tentatives de la création d'un monde virtuel, d'un métavers, dès le début des années 2000, donc bien avant que la réalité virtuelle se soit popularisée comme aujourd'hui. Et donc Second Life se présente comme un nouveau espace virtuel où les gens peuvent s'amuser, où les gens peuvent se rencontrer, où on peut travailler et potentiellement aussi faire du business. Et donc, effectivement, c'est pas trop mal, c'est assez joli, mais pourtant, ça n'a pas eu le succès que ça aurait pu effectivement avoir, probablement parce que c'était encore beaucoup trop en avance sur son époque. Et donc, une autre typologie de métavers, on va dire, qui lui a eu étrangement plus de succès, c'est Farmville, que j'espère que vous ne connaissez pas. Il s'agit donc d'un jeu sur Facebook qui permet donc aux gens de développer et d'administrer leur propre ferme virtuelle, ce qui évidemment les oblige à se connecter tous les jours sur Facebook pour pouvoir vérifier donc, que leurs animaux se portent bien et que leurs légumes dans le potager poussent correctement. Et donc c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, qui a duré pendant 11 ans. Et un jour, il a été terminé à cause justement donc, que Facebook a décidé de ne plus supporter la technologie sur laquelle il s'appuyait, ce qui a donc comporté la mort de ce métavers.
Un autre métavers peut-être un peu plus intéressant, donc, c'est Minecraft, qui ressemble à ça. Donc Minecraft, c'est une plateforme donc, qui permet aux utilisateurs de créer leur propre monde virtuel en agrégeant des milliers ou des millions de petits blocs les uns avec les autres, donc un peu comme du Lego, afin de créer ou de co-créer, donc, parce que c'est un effort collaboratif, des univers, des infrastructures virtuelles, des paysages. Vraiment, il n'y a pas de limite, c'est l'imagination et la limite. Et donc, c'est un travail qui se fait collectivement avec tous les utilisateurs qui sont connectés au même réseau. Donc, Minecraft a eu beaucoup de succès, notamment chez les gamins, et il a été racheté il y a quelques années par Microsoft à 2,5 milliards de dollars. Ensuite, donc peut-être la plateforme la plus populaire du métavers aujourd'hui, c'est Roblox. Donc la particularité de Roblox, c'est aussi une plateforme donc, du métavers qui est basée sur cette agrégation de voxels ou de blocs. La particularité de Roblox, c'est qu'il permet aux gens de jouer aux différents jeux qui sont accessibles sur la plateforme, mais aussi de créer des nouveaux jeux qui vont donc faire partie de cet écosystème, de cette infrastructure commune qui est le métavers de Roblox. Et donc c'est aussi un jeu, une plateforme qui a eu un record de croissance, notamment depuis le début de la pandémie, très populaire surtout chez les gamins, et qui a plus ou moins 45 millions d'utilisateurs connectés tous les jours et une évaluation en bourse de plus de 45 milliards de dollars. Et puis ensuite, bien sûr, on ne veut pas y échapper, il y a Facebook, qui d'ailleurs a été récemment renommé en Meta, en l'honneur du métavers. Et donc, il y a quelques mois, Mark Zuckerberg qui nous a annoncé donc, sa vision concernant le futur de Facebook, qui va progressivement se développer en une plateforme de réseautage immersif dans le métavers, notamment grâce à la réalité virtuelle. Et donc ici, on peut voir Mark Zuckerberg qui nous annonce donc Workrooms, qui est la première brique de ce métavers que Facebook ou Meta est en train de construire. So today we're announcing a new service called Workrooms. It's basically a virtual reality service for collaborating together and doing work. So this is going to be one part of this overall vision that we've talked about. And it's something that we've been using internally at Facebook for a while, and we really like. But it basically gives you the opportunity to sit around a table with people and work and brainstorm and whiteboard ideas. For people who can't be there through virtual reality, they can just video conference in, so you can include everyone. But it's this pretty amazing experience where you feel like you're really right there with your colleagues. Voilà, donc juste une remarque, parce que c'est quand même intéressant, à chaque fois qu'on nous montre les visions du métavers, et puis en fin de compte, on se retrouve avec des gens assis sur leur bureau, derrière des écrans plats, à taper sur leur clavier virtuel. Donc souvent des métavers qui, malgré tout, ressemblent un petit peu trop à notre monde physique. En tout cas, donc, je ne vais pas vous faire visiter tous les coins du métavers, mais maintenant qu'on a déjà commencé un petit peu à découvrir certains de ces mondes virtuels qui construisent le métavers, j'aimerais bien retourner à cette question originale donc, de qu'est-ce que c'est que le métavers. Et donc, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a aussi beaucoup d'abus de langage et cela rend assez difficile donc, de comprendre quelle est la distinction entre tous ces termes tels que le métavers, l'Internet, le cyberespace, etc. Et c'est un peu comme il y a quelques années où tout d'un coup, tous les serveurs en ligne sont devenus du cloud computing et puis tous nos logiciels se transforment progressivement dans des intelligences artificielles, nos bases de données deviennent des blockchains. Et encore une fois, donc, le marketing a bien joué son jeu et aujourd'hui, donc, la plupart des plateformes sur Internet, la plupart des applis font désormais partie du métavers. Mais donc, si on essaye quand même de réfléchir, d'essayer d'analyser quelles sont les caractéristiques distinctives du métavers qui permet de distinguer le métavers de ces autres applications sur Internet. Donc, je vais en proposer quelques-unes. N'hésitez pas si vous avez des idées additionnelles. Donc, premièrement, le métavers, c'est un espace méta, c'est-à-dire qu'il existe au-delà de notre réalité. C'est un espace persistant, donc qui ne s'éteint jamais et qui continue à exister même lorsqu'on n'est pas connecté. C'est un espace immersif qui va engouffrer les utilisateurs et qui les amène dans une réalité partagée. C'est bien sûr un espace interactif qui se nourrit des interactions et des contributions
des utilisateurs. Et ça, c'est très important, c'est un espace interconnecté qui s'interface donc au travers de plusieurs réalités, aussi bien physiques que virtuelles. Donc, c'est des caractéristiques intéressantes. Elles sont assez semblables à celles que vous aviez proposées. Le problème, c'est qu'en fait, en réalité, la plupart de ces descriptions s'appliquent très bien aussi à la majorité des applications en ligne avec lesquelles on interagit aujourd'hui sur Internet. Et donc, quel est vraiment cet élément discriminant qui nous permet de distinguer qu'est-ce que c'est que le métavers et qu'est-ce que c'est qui n'est que l'Internet tel qu'on le connaît déjà? Eh bien, donc l'Internet, ou le cyberespace, tel qu'on l'appelait donc dans les années 90, est venu avec une promesse de déterritorialisation, avec la possibilité de communiquer en temps réel avec des gens aux quatre coins du monde. Et cette promesse est venue accompagnée d'un processus de dématérialisation et de déspatialisation. C'est-à-dire qu'on interagit avec des gens derrière nos écrans plats, sans avoir la possibilité de situer nos interlocuteurs dans l'espace et sans pouvoir donc ressentir leur présence dans notre entourage. Et donc, malgré son nom, le cyberespace, ce n'est pas vraiment un espace. Et le métavers va lui donc réintroduire cette notion de spatialité. Aussi bien parce qu'il va s'intégrer au sein de nos réalités existantes, avec notamment donc la réalité augmentée, mais aussi parce qu'il permet la création de nouveaux espaces numériques qui vont réintégrer la notion de distance, de mouvement et donc de spatialité, bien que ces terminologies n'ont pas besoin de partager les mêmes prérogatives qu'elles le font dans le monde physique. Et c'est donc ainsi que le métavers nous fait rêver, avec la promesse de nous libérer des contraintes physiques du corps et de la matière, tout en maintenant la possibilité de se déplacer et donc aussi de voler ou de se télétransporter, qui sont des choses qui sont tout simplement inconcevables sur l'Internet, où tout ce qu'on peut faire, c'est se connecter ou se déconnecter d'un serveur. Et ça veut dire aussi que tout d'un coup, la notion de territoire réapparaît. Aussi bien d'un point de vue géographique, donc avec la possibilité de se situer sur un territoire, la possibilité de se déplacer et de se transporter d'un lieu à l'autre, mais aussi d'un point de vue juridique et politique, avec la possibilité de délimiter ces territoires en parcelles et s'approprier ensuite de ces parcelles pour pouvoir les exploiter de façon exclusive. Et bien sûr, la spéculation foncière n'a pas raté cette occasion, en commençant dans les années 2000 avec la vente d'un premier terrain virtuel sur Second Life à $50 000, qui à l'époque semblait un prix exorbitant, pour en venir donc il y a juste quelques mois avec la vente d'un terrain virtuel sur Decentraland à plus de $1 million, qui tout d'un coup ne semblait plus tellement exorbitant. La particularité de tout ça, c'est que la valeur de ces terrains dépend de leur localisation. C'est-à-dire que plus les terrains sont localisés dans un lieu central, plus ils vont être capables de générer du trafic, comme dans le monde physique, et donc plus ils vont être profitables, et donc plus ils vont être demandés. Alors, vous voyez peut-être l'ironie, alors qu'on est en train de créer des mondes virtuels qui tentent de répliquer et de simuler les mêmes limitations et les contraintes du monde physique. Des mondes virtuels qui sont non seulement limités dans l'espace, alors que l'espace numérique est théoriquement infini, mais aussi des mondes virtuels qui sont plats. Parce que ça nous permet de discriminer de façon économique entre les terrains qui se situent en plein milieu du métavers et qui vont donc avoir une valeur de marché beaucoup plus élevée, et les terrains qui se situent aux quatre coins du monde virtuel, qui vont donc être beaucoup moins demandés. Alors, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas, le métavers, ce n'est plus seulement un jeu, c'est en train de devenir un véritable espace d'interaction sociale, économique, potentiellement politique. Et bien qu'il s'agisse encore d'une économie relativement embryonnaire, il y a déjà d'énormes sommes d'argent qui transitent tous les jours sur le métavers. Et il y a aussi, bien sûr, des nouveaux business qui sont en train de s'établir sur ce nouveau terrain. Alors, quels sont les business ? Alors, tout d'abord, on a le business de l'immobilier,
Puisque si on peut désormais vendre des terrains virtuels à plusieurs centaines de milliers de dollars ou à des millions de dollars, il y a aussi pas mal d'argent à se faire à aider les gens à trouver les bons plans immobiliers. Et donc d'un côté, on a des jeunes startups qui se spécialisent sur le métavers et qui vont donc aider leurs clients à acheter ou à louer des terrains virtuels sur une variété donc, de mondes virtuels. Et puis on a aussi des agences immobilières existantes qui vont ajouter le métavers à leur portfolio pour permettre à leurs clients d'investir dans des terrains virtuels, de construire des infrastructures virtuelles sur ces terrains, afin de pouvoir ensuite revendre ces terrains plus chers, ou pourquoi pas, afin de louer ces infrastructures virtuelles à ceux qui auraient besoin d'en bénéficier. Et donc, qui a besoin de bénéficier de ces infrastructures? Tout d'abord, le business de l'événementiel. Alors, vous pouvez voir ici une première. Il s'agit du concert de Travis Scott sur Fortnite. C'est un des premiers concerts qui a été réalisé donc, sur le métavers. Ça a été un énorme succès. Donc, il a eu plus de 10 millions d'utilisateurs connectés et un profit de plus de 20 millions de dollars. Ce qui est intéressant parce que c'est 20 fois plus que le profit moyen que Travis Scott se fait lorsqu'il fait un concert dans le monde physique. Et puis on a Lil Nas, un autre rappeur, qui lui a choisi la plateforme de Roblox pour ses concerts. Ça a été aussi un grand succès avec plus de 30 millions d'utilisateurs connectés sur 4 performances de son show et des profits de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ils n'ont pas dévoilé le chiffre exact. Et ces profits étaient générés non seulement avec la vente des tickets pour le concert, mais aussi avec la vente de marchandises, donc des t-shirts ou des accessoires pour les avatars de toutes les personnes qui ont assisté virtuellement à ce concert. Et puis on a peut-être le plus grand génie par rapport à ce qui concerne le marketing sur le métavers, encore un rappeur américain, Snoop Dogg, qui donc lui a acheté une énorme parcelle de terrain sur le métavers de Sandbox, où il a construit cette énorme villa, où il organise des concerts, mais aussi des fêtes privées VIP, dont les tickets coûtent beaucoup plus cher. Et donc, une anecdote intéressante, c'est que dès lors qu'il a acheté ce terrain et qu'il a construit la villa, tout d'un coup, le prix des terrains adjacents a explosé, puisque, évidemment, tout le monde veut être un voisin de Snoop Dogg. Et Snoop Dogg a aussi créé un partenariat avec Sandbox pour créer donc des avatars à son image que les gens vont pouvoir acheter afin de pouvoir incarner Snoop Dogg dans le métavers, ainsi que le développement donc d'accessoires, d'objets personnels tels que ses habits ou ses chiens ou sa collection de voitures qui sont tous mis en vente donc, sur la plateforme de Sandbox. Alors, en gros, tout ça pour dire que, effectivement, donc, toutes ces nouvelles opportunités commerciales ont attiré des nouveaux acteurs économiques qui se spécialisent dans la production d'avatars ou d'accessoires pour ces avatars. Et bien sûr, donc, ces opportunités ont aussi attiré l'attention des marques de luxe, en commençant donc, par Gucci et Balenciaga, qui se sont vraiment lancés, qui ont été les premiers, les pionniers à expérimenter avec ces nouvelles opportunités qu'offre le métavers, avec la mise en vente donc, de produits virtuels de leurs marques sur différents mondes virtuels. Et donc, en gros, aujourd'hui, on a donc plein de gens, surtout des adolescents, qui dépensent des centaines, des fois des milliers d'euros pour habiller leurs avatars ou pour leur acheter des accessoires. Et il y a même quelqu'un qui a dépensé 4 000 $ pour l'achat d'un sac Gucci sur Roblox, en sachant que le même sac vendu dans une boutique de Gucci dans le monde physique ne coûtait que 3 500 $. Donc les gens sont désormais disposés à payer plus pour la version virtuelle d'un sac plutôt que la version physique. Ok, donc on en vient maintenant à la question la plus importante, la question fondamentale que je voudrais donc adresser avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on achète des accessoires pour nos avatars sur le métavers? Qui possède réellement ces objets numériques? Et donc, par conséquent, qui possède le métavers? Et donc, en théorie, vous allez me dire que personne ne peut posséder ou contrôler le métavers, puisque c'est un espace qui est régi par une multiplicité d'acteurs de façon plus ou moins décentralisée, un peu comme l'Internet. Et pourtant, on sait tous aujourd'hui qui est-ce qui contrôle l'Internet.
Et je dois ajouter Elon Musk à cette slide. Et donc, qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que le métavers ne va pas faire la même fin que l'Internet, avec l'émergence de plateformes dominantes qui vont contrôler la majorité de l'infrastructure et donc la majorité du trafic sur le métavers. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le métavers tel qu'on peut le conceptualiser, il n'existe pas encore. Tout ce qu'on a, c'est une variété de mondes virtuels, de taille plus ou moins grande, qui sont complètement déconnectés les uns des autres et qui se font tous la concurrence pour devenir le métavers. Et donc, selon de votre âge, ça va vous rappeler quelque chose. Je ne sais pas si c'est des bons ou des mauvais souvenirs, mais au début des années 90, donc lorsque l'Internet faisait encore ses premiers pas, il y avait des entreprises telles que CompuServe ou American Online qui fournissaient un accès à Internet au sein d'un territoire fermé et contrôlé exclusivement par ces opérateurs, et donc qui ne bénéficiaient pas de toutes les opportunités d'innovation et d'interopérabilité que nous fournit aujourd'hui l'Internet. Et en fait, lorsqu'on regarde le domaine du métavers, on se rend compte que la situation n'est pas très différente. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un petit nombre d'acteurs qui se positionnent comme les pionniers, comme les leaders du métavers, et bien que personne ne puisse effectivement posséder le métavers, ces opérateurs détiennent et exercent un contrôle absolu sur les mondes virtuels qu'ils régissent, et donc aussi sur toutes les ressources numériques qui transitent au sein de ces plateformes. En gros, ça veut dire que tout ce que vous achetez sur le métavers, vous ne le possédez pas, ce sont les plateformes qui le possèdent. Ça veut dire que lorsque j'achète un sac Gucci sur Roblox, en réalité, je ne possède pas grand-chose. Premièrement, car il n'y a aucune garantie que le partenariat entre Gucci et Roblox va continuer, et donc je pourrais tout d'un coup perdre mon sac. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas d'interopérabilité, je ne peux pas transférer mon sac sur un autre monde virtuel. Et donc le jour où j'en ai marre de jouer à Roblox, ce qui ne va pas tarder, eh bien, pas de chance, je vais devoir abandonner toutes mes possessions numériques. Alors ça pose des questions quand même assez intéressantes par rapport à quel est le futur de tous ces investissements sur le métavers. Car soit on doit choisir une plateforme, donc si je pense que Roblox va devenir la plateforme dominante du métavers plutôt que Fortnite ou Sandbox, alors je vais m'investir dans cette plateforme. Je vais acheter des terrains, je vais construire des infrastructures, je vais lancer des business, je vais acheter plein d'accessoires pour mes avatars, et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Mais si je ne sais pas laquelle est cette plateforme dominante, peut-être que cette plateforme dominante, elle n'existe pas encore, et peut-être qu'elle n'existera jamais. Dans ce cas, je veux pouvoir investir dans des ressources qui ont une existence propre, c'est-à-dire qu'elles existent indépendamment de la plateforme sur laquelle je vais les acheter. Et en effet, si on réfléchit à quelle est la plus grande valeur ajoutée que nous a apporté l'Internet, c'est l'interopérabilité des communications, la possibilité de transférer des messages d'une plateforme à l'autre en quelques secondes. Et donc, pour que la vision du métavers tel qu'on le conceptualise aujourd'hui puisse se réaliser, il faut que le métavers nous fournisse aussi un certain degré d'interopérabilité. Et l'interopérabilité, dans le cas du métavers, ça n'implique pas seulement l'interopérabilité des messages, mais aussi la possibilité de transférer des ressources numériques d'un bout à l'autre du métavers. Et l'anneau manquant pour que cette matérialisation s'effectue correctement, c'est la notion de propriété virtuelle, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir des ressources numériques de façon à ce qu'elles vont être juridiquement reconnues en tant que telles, et cela indépendamment de la volonté des plateformes sur lesquelles elles résident. Alors le problème, c'est que toute forme de propriété implique nécessairement un certain degré de rareté. Donc les objets physiques sont rares en raison de leur matérialité. On ne peut pas les reproduire facilement. Mais dans le numérique, cette rareté n'existe pas puisque les fichiers numériques peuvent être reproduits à l'infini. Et donc, on s'appuie sur le droit d'auteur, sur la propriété intellectuelle, pour créer un système de rareté artificielle qui est guidé donc juridiquement. Et pourtant, aujourd'hui, on a une nouvelle technologie qui nous permet de créer de la rareté dans le domaine numérique qui n'est pas de nature artificielle, mais qui est de nature technique ou virtuelle. Alors,
Ça a l'air compliqué, mais en réalité, ce n'est pas tellement différent de ce qu'on fait déjà depuis longtemps avec les lithographies ou les photographies. C'est-à-dire que bien qu'une photo puisse être imprimée de façon indéfinie, l'artiste peut décider de créer des copies limitées. Et donc, chaque impression va être numérotée et signée par l'artiste, et c'est ça qui va en déterminer donc, la valeur sur le marché. Et donc, aujourd'hui, grâce à la blockchain, on peut faire la même chose avec des objets numériques. La blockchain nous permet en effet de créer des ressources numériques qui sont rares, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être reproduites. Alors, vous connaissez tous la blockchain par rapport à Bitcoin, la première crypto-monnaie qui a été créée en 2008 par Satoshi Nakamoto. Et donc, bien qu'il s'agisse d'une crypto-monnaie, donc d'une monnaie virtuelle, la blockchain fait ci que toute tentative de reproduire ou de multiplier des bitcoins est apparemment impossible. Et donc, les mêmes principes qui s'appliquent aux crypto-monnaies s'appliquent aussi possiblement à toute forme de ressources numériques dont il est fondamental de garantir la rareté et l'authenticité. Et donc, la blockchain s'appuie sur des systèmes de cryptographie, sur des signatures et des certificats électroniques afin de garantir l'unicité des ressources numériques qui sont stockées sur cette base de données et qui donc vont pouvoir être transférées librement, de façon pair à pair, en toute sérénité, sans crainte qu'elles seront reproduites de façon non autorisée. Et donc, ce qui différencie ces ressources par rapport aux crypto-monnaies traditionnelles, c'est qu'elles sont non interchangeables. C'est-à-dire qu'un bitcoin est équivalent à un autre bitcoin, de la même façon qu'un euro est équivalent à un autre euro, ils sont donc interchangeables, alors que ces ressources, elles ont des caractéristiques distinctives qui leur donnent une identité propre, elles sont donc uniques et donc non interchangeables. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la blockchain les NFT ou Non-Fungible Tokens. Et donc, ces nouvelles technologies, ces nouvelles opportunités sont utilisées aujourd'hui notamment par des artistes numériques qui ont désormais la possibilité, pour la première fois dans l'histoire, de créer des copies uniques et authentiques de leurs œuvres numériques qui, malgré leur immatérialité, ne vont pas pouvoir être reproduites. Et depuis que le monde de l'art s'est montré intéressé à ces nouvelles opportunités, le prix de ces NFT est monté aux étoiles jusqu'à rejoindre donc plusieurs centaines de millions de dollars pour l'achat d'une petite animation stockée sur la blockchain. Et donc, ce qui est très intéressant avec tout ça, au-delà donc des opportunités de spéculation, c'est que ça permet aux artistes numériques, pour la première fois de leur vie, de monétiser leurs œuvres numériques sans avoir besoin de transférer ou de licencier le droit d'auteur dans leurs œuvres. Parce que ce qu'ils vendent, ce n'est plus la propriété intellectuelle sur l'œuvre de l'esprit, mais uniquement la copie numérique de ces œuvres. Et donc c'est pareil que lorsque j'achète un livre, je ne vais pas acquérir les droits de propriété sur le contenu du livre, mais uniquement un droit de propriété sur la copie physique que j'ai achetée. Alors, on remarque donc comment il y a différentes couches de rareté qui s'appliquent en fait à la même œuvre. Donc, tout en haut, on a l'œuvre de l'esprit, qui est soumise uniquement à une forme de rareté artificielle, introduite par le droit d'auteur. Cette œuvre peut ensuite être incorporée au sein d'un fichier numérique, qui, lui, n'est soumis à aucune forme de rareté, puisqu'il peut être reproduit librement, évidemment, dans la limite des droits d'auteur. Et ensuite, on a désormais la possibilité de tokeniser le fichier afin de créer une copie unique de ce fichier numérique qui va donc, lui, être soumis à une nouvelle forme de rareté numérique ou technique. Alors, un petit schéma récapitulatif pour illustrer donc, ces différentes typologies de rareté. Donc, à droite, on a des ressources matérielles qui sont rares en raison de leur matérialité. Ces ressources peuvent être aussi bien interchangeables, comme dans le cas de l'or, de l'argent ou de la monnaie, ou non interchangeables, comme dans le cas d'une habitation, d'une maison, ou de la toile, la peinture unique de Picasso ou de Van Gogh. Et puis, à gauche, on a des ressources immatérielles dont la rareté est déterminée par des outils technologiques, notamment par la blockchain. Et ces ressources peuvent être, elles aussi, soit interchangeables, comme dans le cas de la plupart des crypto-monnaies, ou non interchangeables, comme dans le cas donc, des NFT. Et c'est précisément cette deuxième typologie de ressources numériques qui peut faire effet de propriété virtuelle. Alors, un dernier petit schéma récapitulatif pour illustrer donc, les bénéfices de cette innovation technologique. Donc, on a commencé avec le Web 1.0,
qui permettait aux gens de recevoir relativement passivement des informations sur Internet sans la possibilité de publier des commentaires ou des réactions. Et puis est arrivé le Web 2.0, qui permet donc de participer, qui encourage la collaboration et le partage d'informations sur Internet par les utilisateurs. Et puis, enfin, arrive le Web 3.0, qui permet non seulement de recevoir et de partager des informations sur Internet, mais aussi de posséder les ressources numériques avec lesquelles on interagit sur Internet. Alors, on en revient finalement au métavers, car c'est quand même le cœur du sujet. Mais donc ce détour était important pour nous aider à comprendre en quoi, grâce aux NFT, on a désormais la possibilité d'acheter des ressources numériques que l'on va posséder, qui vont nous appartenir réellement. Ça veut dire que tout d'un coup, je peux acheter mon sac Gucci sur Roblox. Mais ce sac, il ne va plus être confiné à l'univers de Roblox, puisqu'il existe sur cette base de données décentralisée qu'est la blockchain. Et cette base de données, elle n'est contrôlée par aucune de ces plateformes du métavers. Et ça veut dire aussi qu'elle peut être utilisée simultanément par plusieurs de ces plateformes. Ça veut dire que tout d'un coup, je vais pouvoir transférer mon sac Gucci de Roblox vers un autre monde virtuel. Ça veut dire que je vais pouvoir potentiellement le visualiser sur mes Zoom calls, que je vais pouvoir le prêter à mes amis sur le métavers de Facebook ou de Meta. Et pourquoi pas, un jour, lorsque je n'en ai plus besoin, je vais pouvoir le revendre sur le marché secondaire. Alors, maintenant qu'on a ces nouvelles informations, on peut se lancer donc dans un nouveau exercice de prospective pour essayer de comprendre quel est le futur du métavers. À quoi est-ce que le métavers va ressembler dans 10 ou dans 20 ans? Eh bien qu'il est assez facile d'imaginer donc, que le métavers va guider, va soutenir, va accompagner une grande partie de nos interactions sociales, économiques et politiques, comme l'a fait l'Internet dans les dernières années, c'est plus difficile de deviner quelle est la forme que cette révolution technologique va prendre, car elle pourrait se diriger dans des directions radicalement opposées. Et donc, soit on va voir l'émergence d'une plateforme dominante, une ou plusieurs plateformes dominantes qui vont s'établir, donc comme le métavers, et qui va donc contrôler la majorité de l'infrastructure et donc la majorité des ressources numériques qui transitent sur le métavers. Et en réalité, ce n'est pas très différent de ce qui se passe aujourd'hui avec les GAFAM sur Internet. Soit on va voir l'émergence d'un métavers ouvert et décentralisé. Et cela implique évidemment un fort degré d'interopérabilité et donc le développement de protocoles, de standards qui vont être adoptés collectivement par plusieurs acteurs du métavers afin de garantir cette interconnectivité. Et cela implique aussi, bien sûr, l'adoption d'une base de données sécurisée et décentralisée, telle que la blockchain, qui va permettre de garantir la rareté et l'authenticité des ressources qui sont en transition sur le métavers. Et donc, on a déjà quelques initiatives, on a déjà quelques plateformes qui se dirigent dans cette trajectoire, donc des plateformes telles que Decentraland, Sandbox, CryptoVoxel, qui s'appuient toutes sur la blockchain et sur les NFT, afin de garantir donc non seulement la rareté des ressources numériques, mais aussi la propriété de toutes les ressources qui sont mises en vente sur ces plateformes. Et puis, on a une nouvelle initiative, donc fraîche de quelques semaines, Lamina One, une initiative qui est fondée par Neil Stephenson, qui est un écrivain donc, de science-fiction connu pour être le premier à avoir inventé et employé le terme métavers dans son ouvrage Snow Crash, ou Le samouraï virtuel en français, publié en 1992. Et Peter Vessenes, qui était donc un des cofondateurs de la Bitcoin Foundation, fondée en 2012. Et donc ces deux pionniers se sont associés pour la création d'une nouvelle blockchain qui est spécifiquement conçue pour encourager et promouvoir la création d'un métavers ouvert et décentralisé. Et donc c'est ainsi que, grâce à ces développements récents, donc, on pourra peut-être bientôt s'immerger dans un métavers de plus en plus ouvert, interconnecté, décentralisé. Un métavers qui ne sera pas contrôlé par Facebook ou par Roblox, mais qui va se construire de façon organique grâce à l'interconnexion d'une multitude de mondes virtuels qui sont interopérables les uns avec les autres et dont les ressources nous appartiendront réellement et donc dont les ressources vont pouvoir être transférées librement d'un monde virtuel à l'autre. Alors tout ça, c'est super, mais vous allez quand même peut-être me demander, mais qu'est-ce qu'il en est du monde physique ? Donc, est-ce qu'on est en train de s'abandonner au numérique afin donc d'éviter de faire face à cette crise
climatique, économique, systémique que notre monde est en train de subir. Et est-ce que le métavers ne serait-il pas un outil justement pour oublier les problèmes que l'on n'a pas envie d'affronter en nous enfermant au sein de cette réalité virtuelle ou augmentée qui est de plus en plus déconnectée de notre réalité matérielle? Est-ce que le métavers va vraiment réussir à contribuer à démocratiser l'accès à la culture, la science et l'éducation? Est-ce qu'il va permettre de favoriser la création de nouvelles communautés, de renforcer les liens sociaux et de promouvoir la collaboration, un peu comme l'Internet nous avait laissé penser? Ou bien, est-ce que le métavers va contribuer à nous aliéner encore plus que l'on est déjà, en nous confinant au sein de cette réalité virtuelle pour échapper à une autre réalité matérielle qui ne nous convient plus, au lieu d'essayer de s'efforcer de la changer et de la faire évoluer? Et donc aujourd'hui, face à une crise climatique, économique, politique imminente, il y a deux idéologies qui s'affrontent de façon souvent conflictuelle. D'un côté, on a la décroissance, l'idée que la seule façon d'avancer, c'est de reculer. Car dans un monde où les ressources sont finies, on ne peut pas croître de manière indéfinie. Donc pour réduire notre consommation énergétique et notre empreinte écologique, il faut réduire notre niveau de production, il faut accepter de consommer moins et aller rechercher la prospérité par d'autres moyens que par la croissance économique. Et puis, de l'autre côté, on a le technosolutionnisme. L'idée que la technologie est notre meilleur allié et que la meilleure façon d'avancer, c'est d'avancer encore plus vite, car dans un monde en danger, on ne peut pas se permettre d'attendre, de ralentir. On doit au contraire s'investir encore plus dans l'innovation technologique afin de réparer les problèmes qui ont été causés par les technologies précédentes. Et si le métavers nous permettait de réconcilier ces deux idéologies apparemment contradictoires? Car s'il est vrai qu'il faut absolument réduire notre niveau de consommation dans un monde où les ressources sont intrinsèquement limitées, il est vrai aussi qu'il est assez difficile de modifier les mentalités et de convaincre les gens à changer leur comportement de consommation. Et donc si on essayait de rediriger cette consommation vers un monde où les ressources sont potentiellement infinies, donc vers le métavers. Et donc le métavers se présenterait alors comme une nouvelle alternative, une forme d'utopie auquel il serait peut-être difficile de résister, un monde d'abondance et de prospérité où n'importe qui aurait la possibilité, s'il le voulait, de créer, de consommer et de posséder une infinité de ressources, tant qu'il s'agit exclusivement de ressources numériques, sans pour cela aller empiéter excessivement, car il y a bien sûr toujours un coût énergétique, sur notre réalité matérielle. Alors c'est une belle vision, c'est une belle utopie, mais évidemment, si on regarde la façon dont le métavers est en train de se développer aujourd'hui, on se rend compte qu'on est vraiment très loin de se diriger vers cette direction. Car si la blockchain nous permet effectivement donc de nous émanciper, de nous libérer du contrôle et des contraintes imposées par les ressources, par les plateformes centralisées du métavers, c'est vrai aussi que la blockchain a introduit une nouvelle économie de marché exacerbée, ce qui a comporté une commodification de notre espace numérique et donc créé une économie qui se nourrit de rareté et d'exclusivité, là où une société de partage et d'abondance pourrait effectivement exister. Et donc on se rend compte comment la blockchain est en réalité une arme à double tranchant. D'un côté, la blockchain nous permet de promouvoir un écosystème ouvert, décentralisé, qui n'est pas contrôlé par des plateformes centralisées, mais au contraire qui est interconnecté et interopérable, et où les ressources nous appartiennent réellement et deviennent nos propriétés virtuelles. De l'autre côté, l'économie de marché qui en découle va générer intentionnellement de la rareté afin de renforcer les dynamiques de spéculation et le profit individuel. Et c'est ça qui va donc nous empêcher de profiter réellement des opportunités que nous offre le métavers, notamment par rapport à l'abondance liée à son immatérialité. Alors évidemment, la partie n'est pas terminée. Rien n'empêche l'émergence de nouveaux mondes virtuels qui vont s'installer eux aussi de façon ouverte et interconnectée, mais qui ne vont pas se focaliser sur la propriété privée, mais plutôt sur la création de communautés et sur la production de communs.
Des mondes virtuels qui vont eux aussi s'appuyer sur la blockchain, non pas pour générer de la rareté, mais plutôt pour mettre en place des nouveaux systèmes de gouvernance décentralisés, communautaires, dont le but n'est pas la maximisation du profit individuel, mais plutôt promouvoir l'intérêt général et le bien commun. Alors, sur laquelle de ces alternatives est-ce que vous voulez parier? Donc évidemment, c'est un pari assez difficile, on ne peut pas prévoir l'avenir. Et pourtant, on a de la chance parce que nous ne sommes pas que des spectateurs passifs du métavers, nous sommes tous des acteurs. Nous avons tous la possibilité d'influencer la façon dont le métavers va se développer. Et on peut faire ça en choisissant quelle est la plateforme sur laquelle on veut se connecter, quelles sont les typologies de ressources sur lesquelles on veut investir, et bien sûr, quelles modalités d'utilisation est-ce qu'on veut promouvoir. Alors, pour conclure, je vous laisse avec quelques mots de sagesse, encore de la part de Morpheus, qui a toujours quelque chose d'intelligent à dire sur le métavers. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. Voilà, donc je vous invite tous à aller explorer le métavers, à aller découvrir les nouvelles opportunités qu'il fournit et à faire ça maintenant, immédiatement, car c'est maintenant qu'on a effectivement la possibilité encore d'influencer la façon dont ce nouveau monde va se développer. Merci.